Merci Adrien. Bonjour à tous. Je voulais remercier Jean-Pierre Sacoun de m'avoir fait l'honneur de m'inviter et monsieur le sénateur Pierre Ouzalias de nous avoir ouvert les portes de ce magnifique palais. Alors, les organisateurs de cette journée ont souhaité qu'elle s'ouvre par une table ronde sur l'école. Quoi de plus logique? Entre la République et l'institution scolaire, le lien est circulaire. L'école est une émanation de la République. La République ne peut être elle-même sans l'école qu'elle institue. En cela, l'école est bien la mère de toutes les batailles. Mais quelle école? Quelle école cette forme politique qu'est la République appelle-t-elle? Qu'est-ce qu'une République indivisible, laïque, démocratique et sociale doit attendre de l'école? Quelle doit être sa finalité? Que doit-elle transmettre? Comment doit-elle transmettre? Qui doivent être les agents de cette transmission? Ces questions sont loin d'être triviales. Elles ont été débattues dès la Révolution française et dans cette période où fut instituée la Première République, une œuvre émergea qui théorisa avec une force et une cohérence remarquables le modèle républicain de l'école. Cette œuvre fut celle de Condorcet. On ne remerciera jamais assez la philosophe Catherine Kinsler de l'avoir exhumée à une époque où plus personne ne la lisait. Les écrits de Condorcet sur l'instruction publique constituent en effet une précieuse boussole pour ceux qui souhaitent affronter sérieusement ces questions sans s'enliser dans des débats infinis. Condorcet établit une thèse fondamentale et au fond très simple. Une école conforme à la République doit se donner pour seule fin la liberté. Son raisonnement est le suivant. La Constitution républicaine garantit aux citoyens des droits-libertés. Or, pour que les citoyens puissent en jouir effectivement, ils doivent être instruits. L'ignorance, en effet, produit mécaniquement de l'asservissement. Elle crée un lien de dépendance entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais, plus fondamentalement encore, l'ignorance expose au risque de la tyrannie. Un peuple qui n'est pas éclairé, dit Condorcet, risque de devenir le tyran de lui-même et sera incapable de juger les lois. Il faut donc instituer un espace dans lequel tous les futurs citoyens, qu'ils soient garçons ou filles, apprendront à être libres. Cet espace sera celui de l'école, où les élèves, en exerçant leur raison critique, pourront expérimenter la forme de liberté la plus haute qu'on appelle en philosophie l'autonomie. La finalité de l'école est donc bien la liberté et son moyen, l'instruction. L'école doit s'en tenir à cette forme de minimalisme, instruire l'élève pour qu'il apprenne à devenir l'auteur de sa pensée. De cette thèse découlent les implications suivantes. Premièrement, l'école doit s'en tenir strictement à la transmission des connaissances et transmettre les mêmes savoirs aux élèves selon les degrés de scolarité. Elle n'a pas à promouvoir des croyances ou des opinions, lesquelles sont relatives et labiles. Elle doit privilégier les savoirs stratégiques, ceux qui donnent accès à d'autres savoirs, selon l'ordre qui les rendra intelligibles, allant du plus élémentaire au plus sophistiqué. Ce principe, je le dis en incise, vaut aussi pour l'enseignement professionnel, auquel Condorcet consacra son dernier mémoire sur l'instruction publique. L'enseignement professionnel, nous explique Condorcet, ne doit pas viser l'utilité immédiate en formant de futurs travailleurs et en leur inculquant des routines, mais il doit lui aussi instituer de futurs citoyens en mettant l'accent sur l'enseignement général et la compréhension des principes. Deuxièmement, l'école doit être une institution autonome. Elle doit être conçue comme un espace soustrait à la société, c'est-à-dire protégé des pouvoirs et des pressions que les groupes, familles, communautés de tous ordres, pourraient faire peser sur elle. La République, autrement dit, doit sanctuariser son école. Cela ne signifie pas transformer celle-ci en une caserne ou en un camp retranché. Cela signifie que l'école doit être à l'abri des bruits du monde, des modes et des injonctions sociales. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra se régler sur ses propres principes,
en particulier sur l'ordre et les méthodes qu'exige la transmission des savoirs. En ce sens, l'école devra garantir la discipline pour empêcher le règne de la loi du plus fort et pour que les élèves puissent faire cet effort intellectuel grâce auquel ils pourront s'approprier les connaissances. Troisièmement, l'école doit confier la transmission des savoirs à des professeurs, c'est-à-dire à des gens qui maîtrisent les savoirs qu'ils auront à enseigner. Ces savoirs étant déterminés par des programmes nationaux, le recrutement des professeurs se fera via des concours eux-mêmes nationaux. Et comme on ne peut enseigner que ce que l'on sait, ces concours donneront davantage de poids aux épreuves écrites, lesquelles permettent de contrôler l'exactitude et la précision des savoirs disciplinaires. Enfin, comme le propre des savoirs est d'évoluer en fonction des découvertes, l'institution garantira aux professeurs un temps autonome sur lequel ils pourront lire, se cultiver, s'approprier les savoirs nouveaux de leur discipline. Quatrièmement, l'école, pour produire l'effet émancipateur que la République attend d'elle, doit s'imposer sur les méthodes de transmission des limitations très strictes. Elle doit s'interdire de recourir à l'affectivité et plus généralement à tout procédé exerçant une forme d'emprise sur les esprits, séduction, terreur, humiliation, etc. Elle doit principalement s'adresser à la raison de l'élève et solliciter sa capacité de comprendre. Cinquièmement et conséquemment, l'école doit moins s'adresser à l'enfant ou au jeune qu'au sujet rationnel. Certes, nul n'ignore que l'enfant ou tout jeune est d'abord un individu empirique, soumis à des déterminismes, aliéné aux préjugés de son milieu social. Mais l'école républicaine postule qu'il n'est pas réductible à cela. Elle pose en principe qu'il existe chez tout enfant, chez tout jeune, la capacité de devenir un élève, c'est-à-dire, si l'on prend le mot en son sens littéral, à s'élever, à accéder à la compréhension des savoirs qu'on lui transmet, pourvu qu'on les lui expose selon l'ordre qui les rend intelligibles et qu'on lève tout ce qui peut faire obstacle à leur intellection. C'est donc moins au sujet empirique que le professeur s'adresse qu'au sujet capable de douter, d'instaurer un rapport problématique à ses propres croyances et de s'élever à la compréhension d'une vérité. Le modèle construit par Condorcet donne à voir ce que peut être une école républicaine, c'est-à-dire une école conforme au modèle politique républicain. Parce qu'elle transmet les mêmes savoirs à tous, en vertu de programmes nationaux et avec le même niveau d'exigence, cette école souscrit au caractère indivisible de la République. Parce qu'elle est un espace critique dans lequel chacun est convoqué à une mise à distance de ce qui le particularise pour penser sur fond d'universalité, cette école souscrit au caractère laïque de la République. Parce qu'elle se donne pour but de diffuser les lumières au sein du peuple, cette école souscrit au caractère démocratique de la République. Enfin, parce qu'elle subordonne la réussite au mérite et non à la fortune, à la naissance ou aux relations familiales, elle souscrit à l'exigence de justice que s'impose une République sociale. Mais cette école conforme à la République a-t-elle jamais existé dans les faits? Il est probable que non. Après tout, la réalité n'est jamais à la hauteur de l'idéal. Reste que le modèle républicain de l'école a au moins opéré dans l'histoire française comme un idéal régulateur. La massification, loin d'avoir mis ce modèle en échec, a prouvé au contraire son efficacité. Est-il besoin de rappeler que sous la Troisième République, l'école a su apprendre à lire, écrire et compter à des générations d'enfants, quel que soit leur milieu social, et alors même que pour beaucoup, le français n'était même pas la langue maternelle. Mieux en tout cas que l'école actuelle, si l'on en croit les résultats que les élèves obtiennent au test PISA en français et en mathématiques. Mais à partir des années 70, le modèle républicain d'école a été déconstruit, réforme après réforme. De ces réformes successives, une autre école a surgi, qu'il y a tout lieu, à mon sens, d'appeler école adaptative. Je voudrais faire apparaître rapidement ces caractéristiques et montrer comment ce modèle adaptatif de l'école rompt point par point avec le modèle républicain. Première rupture. Le modèle adaptatif assigne comme finalité à l'école non l'autonomie, mais l'adaptation à la société.
autant dire au monde comme il est et comme il va. Cette visée adaptative rompt avec le minimalisme que s'imposait le modèle républicain. La construction de son autonomie par l'appropriation des connaissances n'est plus la seule finalité de l'école, elle n'est peut-être même plus sa mission principale. L'école doit désormais éduquer, mission bien plus vaste et bien plus floue que celle d'instruire. Deuxième rupture. L'école adaptative n'est plus pensée comme une institution nationale autonome. Elle est plutôt conçue comme une communauté, un lieu de vie, inscrit dans un environnement social qui l'irrigue de part en part. Chaque établissement est ainsi supposé poursuivre son projet propre, le fameux projet d'établissement, en y associant des intervenants extérieurs, parents, entreprises, associations. Ainsi, l'instruction, c'est-à-dire la transmission des savoirs par les professeurs, laisse-t-elle progressivement place à la coéducation assurée par des adultes. Troisième rupture. Puisqu'il s'agit de permettre aux enfants de s'intégrer à la société, on ne s'étonnera pas que le modèle adaptatif tende à remplacer les savoirs par des compétences. La notion de compétence présente en effet dans ce modèle un double avantage. L'avantage d'abord de l'élasticité. À la différence d'un savoir qui présente cette double propriété d'être à la fois précis et disciplinaire, une compétence est interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, et elle pourrait même, à la limite, être évaluée indépendamment de l'espace scolaire. Mais la notion de compétence présente aussi l'avantage de pouvoir déterminer l'employabilité des futurs travailleurs. Elle fait, en somme, le trait d'union entre l'école et le monde de l'entreprise, qui en est du reste le berceau. Quatrième rupture, l'école adaptative ne s'impose pas en matière de méthode les mêmes limitations que le modèle républicain. Apprentissage par le jeu, exposé en groupe, cours improvisés en fonction des demandes des élèves, cours inversés, débats, etc. Toutes les pédagogies sont possibles. Celles qui favorisent l'interaction sont privilégiées car elles sont intégratrices et socialisantes. Tout comme celles qui favorisent la spontanéité, la réactivité de l'enfant. Car il s'agit moins de l'instruire, acte qui requiert un effort de concentration et aussi de maîtrise de soi, que de l'occuper ou, pour employer une expression consacrée, de mettre en activité les enfants. Cinquième et dernière rupture. L'école réformée, selon le modèle adaptatif, pourrait à la limite se passer de professeurs. Des adultes ayant des talents d'animation, disposant de ressources pédagogiques que l'éducation nationale mettra à leur disposition, et capables de montrer aux élèves comment aller chercher l'information, suffisent à ces besoins. On ne s'étonnera donc pas que des rectorats puissent recourir au job dating pour recruter les ressources humaines qui leur font défaut. On ne s'étonnera pas non plus de la perte d'attractivité du métier de professeur dont il est beaucoup question depuis quelques mois. Quoi d'étonnant à ce que des étudiants qui se passionnent pour une discipline et qui désiraient la transmettre se détournent d'un métier qui les réduit au rôle d'interface ou, comme j'ai pu l'entendre lors d'une journée de formation, de courroie de transmission entre les élèves et les ressources pédagogiques. Quoi d'étonnant à ce que des professeurs démissionnent quand l'étalement de leur emploi du temps sur toute la semaine, la multiplication de leurs tâches, l'accumulation de réunions souvent inutiles, les privent de fait de ce droit à un temps autonome qui leur est nécessaire pour enrichir leur savoir et préparer soigneusement leurs cours. La perte d'attractivité du métier de professeur n'est pas seulement un effet de sa paupérisation, elle est aussi un effet de l'école réformée qui vide le métier de sa dimension intellectuelle. L'école réformée, selon le modèle adaptatif, est peut-être conforme aux exigences d'une société marchande, mais elle est très certainement un milieu de ce que la République est en droit d'attendre de son école. Du reste, peut-on encore parler de l'école de la République quand certains établissements sont devenus des ghettos? Peut-on encore parler de l'école de la République quand des professeurs entrent dans leur classe la peur au ventre et sont si nombreux à s'auto-censurer pour ne pas froisser les croyances de leurs élèves? Peut-on encore parler d'école de la République lorsque les professeurs sont exposés aux pressions des familles? Peut-on encore parler de l'école de la République quand on appelle à refonder l'école sur des projets locaux? Peut-on encore parler de l'école de la République quand triomphe la langue des gestionnaires, quand il s'agit moins de réfléchir aux conditions rendant l'instruction possible
que d'ajouter des ressources humaines à des usagers, évaluer les performances des établissements selon des indicateurs purement statistiques, gérer les flux et mettre en place des dispositifs pour répondre à toutes les demandes sociales. Car l'école croule désormais sous les missions qu'on lui assigne. Apprendre aux enfants à être des citoyens vertueux, altruistes, éco-responsables, les éveiller aux enjeux du monde actuel, les préparer à un futur métier tout en les préparant à s'adapter à un marché du travail fluctuant, faire en sorte qu'ils s'épanouissent ou qu'ils veillent à leur santé, leur apprendre à faire bon usage des outils numériques, etc. Étourdis par tant d'injonctions, on en oublie de se poser des questions simples. N'est-ce pas en donnant aux élèves une solide instruction qu'on les aidera à affronter le monde et peut-être à le transformer? L'égalité des chances ne passe-t-elle pas par l'égalité des droits, en particulier par le droit garanti à tout enfant de recevoir le même niveau d'instruction et d'être convoqué au même niveau d'exigence, qu'il vive dans un milieu rural ou dans une grande ville, en centre-ville ou en banlieue? Rend-on vraiment service aux élèves en appelant les professeurs à faire preuve de bienveillance dans leur notation, en rendant automatique le passage d'une classe à l'autre et en affaiblissant les examens nationaux? Les Français restent très attachés à l'école républicaine, comme ils restent très attachés à leur modèle social. Mais défendre l'école républicaine, on l'aura compris, ce n'est pas seulement défendre l'école publique, c'est aussi défendre un modèle théorique. Si l'école est bien la mère de toutes les batailles, alors il faut faire le bilan de décennies de réformes qui ont vidé le modèle républicain de sa substance et réfléchir très sérieusement à la pertinence du modèle adaptatif. Je vous remercie.